Pourrais-je avoir votre passeport, s'il vous plaît? Vous avez des bagages à enregistrer? Très bien, je vous prie de bien vouloir patienter un instant. Carte d'embarquement, enregistrement des bagages, tout se fait à présent sans mettre le passager à contribution. Voici, Monsieur Astin, votre carte d'embarquement est dans cette enveloppe. Le chauffeur va vous conduire directement au salon Virgin. Bon voyage. Welcome on board. Un avion, c'est plus de 3 millions de pièces assemblées qui volent en même temps. Bientôt, dans les soutes de nos avions, nous installerons des couchettes et pourquoi pas des salles de gym. Pour moi, chaque personne qui monte à bord, c'est un peu comme un invité qui vient à la maison. Il n'y a aucune place pour la croissance sans l'arrivée d'un avion de très grosse capacité. On a déjà prévu une version allongée qui, elle, transportera 650 passagers. En général, le pilote a ici un manche conventionnel et maintenant il pilote l'avion avec un mini-manche. Bienvenue à l'aéroport de Denver, au Colorado. L'aéroport le plus moderne du monde et symbole de l'industrie aérienne de demain. Inauguré en 1995, Denver est déjà équipé de 5 pistes. À terme, il en comptera 12. En comparaison, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui entame tout juste la construction de sa 3e piste, fait figure d'aérodrome de province. Aux États-Unis, l'avion, c'est un peu comme le bus. Ils sont plus de 550 millions d'Américains à voler. Pour les accueillir, les aéroports se transforment en véritables villes. Celui de Denver possède un mini-métro, 94 portes d'embarquement et son propre centre commercial. Ici, on prend l'avion bien sûr, mais on peut aussi y faire ses courses, aller au cinéma, organiser des séminaires et même se faire installer un bureau entre deux correspondances. United Airlines, la plus grosse compagnie aérienne au monde. United a fait de Denver l'une de ses plaques tournantes sur le territoire américain. Dans le jargon professionnel, on appelle ça un hub. Le principe est simple, tous les avions de United passent par Denver. Un système qui permet à la compagnie de mieux remplir ses vols et donc d'offrir des prix plus bas. Ici, dans un balai parfaitement réglé, 11 fois par jour, une quarantaine d'avions s'échangent leurs passagers. C'est Châtelet-Les Halles, au pied des Rocheuses. L'avantage du hub, c'est avant tout l'efficacité. Le système du hub nous permet d'offrir à nos passagers un plus grand nombre de destinations au départ des villes que nous desservons. Par exemple, sur la ligne Omaha-San Francisco, nos avions voleraient aux 2/3 vides si nous offrions un vol direct entre ces deux villes. Grâce au hub, l'avion fait escale à Denver et là, d'autres passagers venant d'autres villes peuvent se rendre à San Francisco en prenant place sur le vol d'Omaha pour la fin du voyage. Résultat, tout le monde est gagnant, nos avions sont mieux remplis et donc nous pouvons proposer à nos clients des prix beaucoup plus compétitifs. Pour que les passagers acceptent cette escale forcée à Denver, il faut bien sûr qu'elle soit la plus courte possible. Alors, dans les entrailles de l'aéroport, on rivalise d'ingéniosité pour gagner quelques secondes sur les transferts de bagages. Ici, sous le terminal United, il y a 35 km de rails et 8 km de tapis roulants. Il y a en tout 40 000 moteurs qui font tourner 3000 chariots à bagages, comme celui que vous voyez là. Quand un passager enregistre ses bagages au guichet, il descend par ce tapis roulant et passe devant un lecteur laser là-bas, qui lit la destination enregistrée sur un code-barre. Après ça, chaque bagage est emmené automatiquement vers sa zone de chargement. À terme, les manutentionnaires auront disparu, tout sera entièrement automatisé. Mais pour l'heure, le système élaboré par United Airlines est tellement perfectionné que 2 ans après sa mise en service, il ne fonctionne qu'à 50% de sa capacité.
Mais United, comme toutes les grandes compagnies, ne se contente pas de participer à la conception des aéroports où elle est implantée. Elle s'implique également dans le design des avions qu'elle choisit pour sa flotte. Exemple, le 777, le dernier né de la gamme Boeing. S'il a vu le jour, c'est sous la haute surveillance des compagnies aériennes. Surnommé par certains l'avion du 21e siècle, le 777 est le plus gros biréacteur au monde, capable de transporter 305 passagers sur 13 400 km. J.R. Russell est commandant de bord. Il vole sur 777 depuis maintenant 3 ans. À la différence du 747, le Boeing 777 n'utilise que 2 moteurs, mais ce sont les plus puissants jamais construits pour un avion de ligne. Lorsque l'on voit un engin de cette taille, on pourrait croire que c'est un avion très dur à manier. Mais en fait, les commandes de cet avion sont entièrement électroniques. Résultat, le pilotage est très précis. C'est un petit peu comme si vous étiez au volant d'un gros camion qui se conduirait comme une voiture de sport, une sorte de Porsche du ciel. J'adore piloter cet avion. Le train d'atterrissage, par exemple, est vraiment génial. Et pour nous, les pilotes qui avons un ego gros comme ça, c'est vraiment très important de réussir à poser 300 passagers en douceur. Le 9 avril 1995, le 777 est baptisé en grande pompe. C'est un monstre de 280 tonnes. Pour la famille Boeing, c'est un pari sur l'avenir. Jamais le constructeur américain n'avait investi autant d'argent dans un avion, près de 23 milliards de francs. Le 777 a été conçu entièrement sur ordinateur, notamment grâce à un programme informatique français. Au total, 8 supercalculateurs et 2200 PC ont été reliés entre eux à travers le monde. Boeing nous a ouvert les portes de son usine très fermée d'Everett. Sur la chaîne, 2500 personnes travaillent jour et nuit pour maintenir le rythme d'une production de 7 avions par mois. Le chef d'orchestre est une femme, Liz Otis, directrice de l'usine. Nous sommes ici à l'intérieur du bâtiment le plus vaste au monde. Je parle en volume. Imaginez que tout Disneyland pourrait tenir sur le site Boeing. La première fois que l'on y met les pieds, c'est vraiment impressionnant. La carlingue d'un avion comme celui-là est composée d'environ 132 000 différentes pièces détachées, mais si vous ajoutez à ce chiffre les sièges, les moteurs et les rivets, c'est plus de 3 millions de pièces qui volent en même temps en formation au-dessus de nos têtes. Le 777, fleuron de Boeing, a pourtant bien failli ne jamais voir le jour. Les coûts de conception étaient tellement énormes que dans un premier temps, le constructeur américain a d'abord envisagé de mettre sur le marché une version rallongée du 767. Mais concurrence oblige, les compagnies aériennes ont fait pression, elles voulaient un nouvel avion, Boeing a dû céder. Ça, c'est la partie centrale d'un 777. La feuille jaune que vous voyez, c'est le numéro de série de l'appareil. On peut y lire que cet avion est destiné à Air France. C'est le premier d'une série de 10. Pour concevoir et construire le 777, Boeing a dû entièrement révolutionner sa façon de travailler. L'une des choses que nous avons fait pour mieux travailler ensemble et améliorer la rentabilité, c'est de rapprocher physiquement les différents corps de métier. Par exemple, nous avons mis les ingénieurs en mécanique et en électricité, auxquels on fait constamment appel, littéralement à côté de la chaîne d'assemblage, plutôt que de les laisser dans leur bureau de l'autre côté de l'usine. Comme ça, les ouvriers ont pu travailler directement avec les ingénieurs. 2 fois par semaine, nous faisons ce que nous appelons la danse des grues. Ça démarre vers minuit. Là, nous commençons l'assemblage final de l'appareil. Nous avons 12 jours pour effectuer cette opération avant que l'avion n'aille à l'atelier peinture. Au total, ce sont plus de 10 compagnies aériennes qui ont planché avec Boeing sur la conception du 777. Elles ont imposé près de 1000 modifications aux constructeurs, des changements parfois minimes, mais toujours inspirés directement des remarques de la clientèle. L'un de nos clients, All Nippon Airways, voulait à tout prix supprimer le bruit que fait le siège des toilettes lorsqu'il tombe sur la cuvette quand l'avion traverse une zone de turbulence et qu'un passager ne l'a pas rabaissé correctement en sortant.
L'une des modifications qu'ils nous ont entre autres demandé, c'est de supprimer ce bruit désagréable. Nous avons donc étudié le problème avec leurs ingénieurs et au final, nous avons mis au point un siège qui se referme doucement sur la cuvette. Comme vous pouvez le remarquer, plus aucun bruit ne vient déranger les passagers assis à côté des toilettes. Juin 1994, le premier 777 sort de l'usine. Il va subir l'une des campagnes d'essai les plus poussées de l'histoire de l'aéronautique civile. Objectif, rassurer les futurs clients. C'est vrai que le 777 est le premier gros porteur passager équipé seulement de 2 moteurs. On le voit ici décollant à la vitesse minimale. Résultat, un sans faute pour Boeing, mais au fait, combien coûte le dernier géant américain ? Le prix catalogue du 777 se situe autour de 150 millions de dollars. Si seulement on pouvait le vendre à ce prix-là. Paradoxalement, si Boeing a su se remettre en question, c'est surtout grâce au succès de son concurrent direct Airbus. En 15 ans, le consortium européen a grignoté près de 45% du marché des gros et des moyens porteurs. 2 ans avant la sortie du 777, Airbus lance la 340 et la 330. 2 avions technologiquement très en avance sur ceux de Boeing et qui vont faire trembler pour la première fois le géant américain. C'est sur ce simulateur de vol installé à Toulouse qu'Airbus forme les pilotes qui voleront sur ces avions. La grande innovation des Européens, c'est d'avoir été les premiers à entièrement digitaliser et informatiser les cockpits de leurs avions. Fini les jauges et les compteurs, la cabine de pilotage a des allures de navette spatiale, mais surtout, c'est la grande idée d'Airbus, elle est identique d'un modèle à l'autre, une véritable révolution qui séduit les compagnies et les pilotes. 450 affichés. Alstar, Livercline. Vous pouvez d'abord remarquer une chose, c'est qu'il manque quelque chose au pilote. En général, le pilote a ici ce qu'on appelle un manche conventionnel qui se trouve entre ses jambes. Ceci a disparu et maintenant il pilote l'avion avec un mini-manche. Le mini-manche, il est situé sur le côté du poste de pilotage, ce qui fait qu'il n'y a strictement rien, il n'y a aucun objet qui soit situé entre les yeux du pilote et le tableau de bord. Autrefois, eh bien, on avait un tas d'instruments, du type de ces instruments secours ici, un tas de cadrans. Alors qu'aujourd'hui, l'information est fournie sous forme synthétique au pilote, et je dirais que le pilote n'est pas obligé de se recréer une image mentale du vol de l'avion, il l'a directement devant lui. Et vous imaginez que là encore, nous avons augmenter la sécurité des vols parce que cette image, elle, est très réaliste et non trompeuse. C'est la dérégulation aérienne qui a véritablement fait exploser le marché du ciel aux États-Unis. En 1978, Jimmy Carter met fin aux privilèges et aux chasses gardées des compagnies nationales. Poussées à la concurrence, elles vont rivaliser d'idées pour rester dans la course. Flotte de plus en plus moderne, guerre des services, guerre des prix. La lutte a fait des victimes célèbres comme Pan Am, disparu du ciel, et des heureux comme United et une dizaine d'autres compagnies qui, ces 3 dernières années, ont accumulé plus de 50 milliards de francs de bénéfices. Retour chez United justement, mais cette fois à Chicago, au cœur du centre opérationnel de la compagnie. Ici, on gère plus de 566 avions, soit 2 fois la flotte d'Air France. Dans ce bunker, chaque jour, les contrôleurs aériens coordonnent 3000 vols vers 320 destinations dans le monde. En tout, c'est plus de 300 000 passagers qui doivent chaque jour, coûte que coûte, arriver à l'heure, sous peine de passer à la concurrence. Le moindre changement météo, par exemple, peut perturber toute la chaîne des vols. Eh bien là, par exemple, nous avons un problème à San Francisco. Vous voyez sur cet écran, tous les avions en mauve se dirigent vers San Francisco. Et là-bas, la météo ne s'est pas améliorée comme nous l'espérions ici. Vous avez l'image du trafic aérien en temps réel. Et pour l'instant, à cause de la pluie, le rythme d'atterrissage des avions est limité à 30 avions par heure environ, alors que j'en ai 50 qui doivent se poser. On va donc se retrouver avec des retards de 15 à 20 minutes. Le retard, c'est l'obsession des transporteurs. Aller toujours plus vite, toujours plus loin, offrir le maximum de destinations possibles, c'est ce qui, après une période de guerre économique sans pitié, a amené les grandes compagnies non plus à se concurrencer, mais au contraire à s'allier. Dans 10 ans,
Tout le trafic aérien ne sera plus géré que par 3 ou 4 méga-compagnies. Star Alliance est la première à avoir vu le jour. Elle regroupe 6 grands transporteurs internationaux, dont United. L'idée est simple, mettre en commun ces avions, ces centrales de réservation, ces points de vente, afin d'offrir aux clients le plus grand réseau possible. Bruce Harris est le patron de Star Alliance. Au téléphone, son correspondant d'Air Canada. Dites-moi, Jacques, je prépare la réunion de demain. Ça donne quoi exactement le regroupement des zones d'embarquement de United Airlines et d'Air Canada à Toronto au Terminal 2? Eh bien, on a réussi à réduire le temps de correspondance entre nos vols de plus d'un quart d'heure. Parfait. C'est bien, comme ça on va pouvoir faire gagner du temps aux passagers, mais surtout on va pouvoir ajouter des vols à d'autres heures de la journée. Au total, grâce au mariage de ces 6 compagnies, le réseau de Star Alliance dessert aujourd'hui plus de 600 destinations. Nous avons toujours eu l'ambition d'être une compagnie d'importance mondiale. Mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'accroître notre réseau en interne nécessitait non seulement d'énormes investissements, mais qu'en plus, à cause de toutes sortes de barrières protectionnistes entre les pays, ça nous aurait demandé beaucoup d'efforts et pris beaucoup trop de temps. Nous en sommes donc venus à la conclusion qu'il valait mieux nous allier avec d'autres grandes compagnies. C'est aujourd'hui la meilleure solution pour répondre aux attentes de nos clients qui, de toute façon, vivent et travaillent déjà dans un monde où les barrières des langues et des frontières n'existent plus. L'autre obsession des compagnies américaines, c'est la fidélisation. Nous sommes à l'aéroport de Chicago, le plus gros aéroport du monde avec 70 millions de passagers par an. Ici, le voyageur est d'abord un client. Et pour le client, rien n'est trop beau. Café dans les files d'attente, enregistrement simplifié à l'extrême, mais surtout les fameux programmes Mileage créés en 1981 par American Airlines. Le principe est simple, en échange des kilomètres parcourus, la compagnie vous offre des kilomètres gratuits. Bref, plus vous volez, moins vous payez. Avec plus de 160 000 km parcourus sur United, Jim Quentes est ce qu'on appelle un 1K. Il fait partie des 25 000 privilégiés à qui United offre en échange de sa fidélité des salons privés dans les aéroports. Ce qui est bien quand on est 1K, c'est qu'on peut venir s'isoler de la foule et travailler comme si on était au bureau. Ici, je passe gratuitement mes coups de fil et j'ai la possibilité de brancher mon ordinateur. Voilà, je me connecte sur le téléphone et comme ça, je peux suivre mes dossiers et lire mon courrier électronique. Pour moi, les passagers 1K, c'est un peu comme des amis. Après tant d'années, on fait un peu partie de la même famille. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux passent plus de temps dans les aéroports que chez eux avec leurs proches. En fait, on est là pour régler tous leurs petits problèmes. Il nous arrive même de recoudre des boutons, c'est vous dire. Aux États-Unis, la chasse au kilomètre gratuit est devenue un sport national. Une nuit dans un hôtel partenaire et vous marquez 500 km. 10 minutes au téléphone, 100 km de plus. Et si par-dessus tout vous payez l'ensemble avec certaines cartes de crédit, vous triplez la mise. Dans cette histoire, tout le monde est gagnant. Les passagers parce qu'ils peuvent voyager gratuitement, donc plus souvent. Les compagnies parce qu'elles s'assurent une clientèle fidèle et loyale. Mais aussi les hôtels et les compagnies privées, parce qu'elles sont partenaires de notre programme et que les clients se précipitent chez eux. Toutes les études marketing le montrent. Les programmes de fidélisation font désormais partie des tout premiers critères qui font qu'un passager choisit une compagnie plutôt qu'une autre pour voyager. Les autres critères sont les prix, les horaires et bien sûr le service à bord. Le service à bord, c'est la prochaine grande révolution annoncée. Demain, vous voyagerez sans doute comme jamais vous n'avez rêvé de voyager. Pour les hommes d'affaires, cette révolution a déjà commencé. Une compagnie, British Airways, propose déjà des vols haut de gamme. Histoire de vous faire rêver, nous les avons testés pour vous. Bienvenue dans le monde luxueux des voyages en première classe. Un nouveau marché et un club très fermé de 250 000 passagers par an. À peine installé, champagne grand cru est mis en bouche avant le décollage.
Le magazine de bord nous apprend que la cabine First de ce 747 à destination de Londres est composée de 14 compartiments privatifs, tous soigneusement ornés de bois de poirier et gainés de cuir. L'ensemble a été conçu par une société spécialisée dans l'aménagement de yachts de luxe. Si vous le voulez bien, voici une trousse de toilette ainsi qu'un pyjama, si vous désirez vous mettre à l'aise. Dans la trousse de toilette, vous trouvez toutes sortes de crèmes. Une lotion hydratante, un spray humidificateur. En First, nous avons surtout des hommes d'affaires et des célébrités du cinéma. Des gens qui voyagent souvent sous un faux nom. Et à moins que la personne ne vous dise le contraire, vous continuez à l'appeler par son faux nom, même si vous savez très bien que c'est une énorme star. En première, on dîne à la carte et à n'importe quelle heure. La vaisselle est en porcelaine et les couverts en métal argenté. C'est le Ritz à 10 000 mètres d'altitude. Ça, c'est la feuille d'instruction donnée par le département restauration. On y trouve la composition des repas et aussi la manière de les présenter. La nouvelle cabine en première classe a vraiment changé l'art de voler pour les passagers. Nous avons notamment ce petit siège en face du fauteuil. Cela permet aux passagers d'inviter un collègue ou un ami, soit pour travailler, soit pour dîner ensemble, comme au restaurant. Pour moi, chaque personne qui monte à bord, c'est un peu comme un invité qui vient chez moi, à la maison, pour une soirée. Et évidemment, j'essaye de mettre mon invité le plus à l'aise possible. Et comme parfois il se peut qu'un invité reste dormir à la maison, British Airways a même prévu des lits à bord, de vrais lits de 2 mètres de long, testés scientifiquement par une armée de volontaires qui se sont relayés jour et nuit sur différents prototypes pour choisir le modèle le plus confortable. Le lit est plat, c'est seulement une ligne aérienne avec un lit tout plat. C'est ça. Et ils sont charmants, les personnels. Mais aussi, c'est intéressant pour moi, en première classe en British Airways, on peut faire des rencontres. Dernière fois que j'ai dans cette cabine, j'ai j'ai rencontré le PDG d'une grande compagnie de télécom en Europe. Et on a fait de business le matin. Ça, c'est bon, c'est amusant ça, de faire des rencontres comme ça. C'est un club comment? Coût de ce confort grand luxe, 37 000 francs pour un aller simple Los Angeles-Londres. Mais c'est bordé par une hôtesse de British Airways que vous vous endormirez le dos droit et la tête dans les nuages. Pour l'intimité, on n'oublie surtout pas de remonter la cloison de séparation. Alors, bonne nuit, Jeff. Et pour les insomniaques, 8 chaînes de cinéma, une vidéothèque de 50 films sont à votre disposition sur un écran individuel. Aéroport de Londres Heathrow, à peine débarqués, les passagers des classes premières et affaires se dirigent vers le salon d'accueil. Un véritable havre de paix et de confort à l'écart de la foule. Ici, tout est disponible, il suffit de demander. À l'étage supérieur, ouvert de 4 h du matin à midi, on peut même prendre une douche réparatrice. Nous avons un total de 23 salles de bain, toutes équipées d'une douche, d'un miroir et d'un sèche-cheveux. Nous offrons aussi un service de pressing gratuit pour les passagers.
Laissez-moi vous montrer. Avant de prendre votre douche, vous mettez votre costume sur ce cintre que vous pendez à l'extérieur. Et pendant que vous êtes sous la douche, un valet vient le chercher et 3 minutes plus tard, vous le ramène propre et repassé. En matière de transport aérien, le luxe est rapidement devenu un marché porteur. Il représente 50% du chiffre d'affaires des compagnies. Toutes déroulent le tapis rouge et rivalisent d'imagination pour satisfaire le moindre plaisir de leurs clients. La dernière mode, c'est la limousine envoyée aux frais du transporteur. Elle vient vous chercher à votre domicile ou à votre bureau pour rejoindre l'aéroport. Virgin Atlantic offre même pour les passagers sans bagages une variante à moto. Mieux encore, les clients de Virgin n'ont plus à descendre de voiture pour enregistrer leurs bagages. Bonjour monsieur, pourrais-je avoir votre passeport s'il vous plaît? Vous avez des bagages à enregistrer? Très bien, je vous prie de bien vouloir patienter un instant. Carte d'embarquement, enregistrement des bagages, tout se fait à présent sans mettre le passager à contribution. Voici, monsieur Astin, votre carte d'embarquement est dans cette enveloppe. Le chauffeur va vous conduire directement au salon Virgin. Bon voyage. C'est en 1984 que Richard Branson, le patron des disques Virgin, a lancé sa propre compagnie aérienne. À l'époque, on ne donnait pas cher de la nouvelle lubie de l'homme d'affaires britannique. Aujourd'hui, Virgin Atlantic et sa vingtaine d'avions transportent plus de 2 millions de passagers sur New York, Hong Kong, Tokyo ou Johannesburg. Spécialisé sur les lignes long courrier, les plus rentables, Virgin a mis l'accent dès sa création sur son service à bord. Depuis, la compagnie anglaise Virgin Atlantic accumule les récompenses professionnelles. Elle est même devenue l'exemple à suivre. Pour Virgin, un seul mot d'ordre, le service. Une fois les formalités de douane accomplies, les passagers de la upper class sont invités à patienter dans le salon qui leur est réservé. Ici, rien à voir avec la simple salle d'attente du commun des mortels. Depuis l'ouverture du salon, nous constatons que les passagers de notre classe affaires viennent de plus en plus tôt à l'aéroport pour pouvoir mieux profiter des services qui sont mis à leur disposition. Et parmi les plus fidèles usagers, des stars du show business. J'ai ciré les chaussures de Duran Duran, Pamela Anderson, Richard Branson, bien sûr, notre patron adoré, et encore plein d'autres stars. Une coupe de cheveux avant de vous envoler pour New York, un massage avant de partir pour Johannesburg. Chez Virgin, tout est possible et c'est même compris dans le prix du billet. Aujourd'hui, nous proposons déjà un service de massage à bord pour les passagers affaires et première classe. Et dans quelques années, avec les 16 Airbus A340 que nous venons de commander, je pense que nous pourrons offrir toute une nouvelle gamme de services encore plus inimaginables. Par exemple, nous pourrons proposer des couchettes en sous-sol, un coin-bar et pourquoi pas une salle de gym. Enfin, plein d'autres choses qui rendront les voyages en avion encore plus agréables. Mais en attendant les avions 5 étoiles avec chambre particulière et salle de gym, il existe à l'autre bout de la chaîne un autre marché du ciel en pleine expansion. C'est celui à bas prix accessible au plus grand nombre, un marché longtemps délaissé par les grandes compagnies internationales et qui fait la fortune des tout petits transporteurs. Depuis 20 ans, la Southwest, une petite compagnie texane, exploite un réseau de lignes américaines et ça marche. Southwest est aujourd'hui la compagnie la plus rentable des États-Unis. Son secret ? Des prix excessivement bas, une flotte d'avions identiques, des petits aéroports locaux jamais saturés, les rotations au sol qui ne dépassent pas 15 minutes et une note d'humour et de décontraction à bord pour faire oublier le manque de luxe. En Europe, c'est Ryanair, une compagnie irlandaise qui tente de reproduire le succès de Southwest. Elle a récemment inauguré une ligne Paris-Dublin. 7 h du matin, porte Maillot. Les 80 passagers de Ryanair embarquent à bord d'un bus, direction l'aéroport. Mais la surprise, l'embarquement se fait à Beauvais, à 1h15 de Paris. Avant Ryanair, l'aéroport de Beauvais n'accueillait que quelques charters en été. Avec l'arrivée du transporteur irlandais,
C'est toute la ville qui s'est trouvée redynamisée. Eh bien, Ryanair nous a choisis parce que, bien sûr, nos taxes d'atterrissage sont moins élevées qu'elles peuvent l'être à Roissy, mais surtout parce que nous avons un temps d'escale que nous pouvons limiter à 25 minutes, qui est très important pour une compagnie comme Ryanair. L'important pour ce type de compagnie, pour d'autres aussi normalement, mais c'est quand même que les avions volent et ne restent pas cloués au sol. En 97, avec une demi-année avec Ryanair, nous avons fait 206 000 passagers et nous avons créé une quinzaine d'emplois directs sur l'aéroport. Ça produit bien entendu d'autres emplois indirects tels que les navettes d'autocar ou les taxis de Beauvais ou l'hôtellerie à Beauvais qui a pu profiter de ce renouveau de l'aéroport. Au départ de Dublin, Ryanair offre plus de 40 destinations régulières toutes bon marché. Mais pour assurer à ses passagers les prix les plus bas, la compagnie irlandaise applique les mêmes méthodes que Southwest. À peine posés, les passagers sont débarqués par l'avant et l'arrière de l'appareil. Et 5 minutes plus tard, les premiers passagers à destination de Dublin peuvent commencer à embarquer. Dans l'intervalle, les hôtesses ont nettoyé elles-mêmes l'intérieur de l'avion et les techniciens effectuaient les différents ravitaillements. Pour que l'opération soit rentable, l'avion ne doit pas rester plus de 25 minutes au sol. Comme Southwest, pour faire des économies d'échelle, Ryanair n'utilise qu'un seul modèle d'avion sur toutes ses lignes des 737. À bord, on s'assied où on veut, le service est réduit au strict minimum et les boissons sont payantes. Les passagers, eux, sont ravis. Un grand week-end, c'est moi qui ai l'idée, parce que c'était pas cher. Je n'ai appris que tout à fait récemment qu'il y avait un aéroport à Beauvais, je l'ignorais totalement, c'est très bien. Par exemple. Aussi de partir dans un petit aéroport, ça nous évite de faire la queue comme on le fait dans les gros centres, comme en Roissy, Orly. On est obligé d'arriver 1h30 avant pour déposer nos bagages. Là, on arrive à peu près à n'importe quelle heure, on met nos bagages et on s'en va. C'est vraiment l'idéal. La réussite, voire le succès de Ryanair, tout comme celle de Southwest aux États-Unis, est de faire voler une clientèle qui jusque-là prenait très rarement l'avion. Sur la ligne Paris-Dublin, la fréquentation globale est maintenant de 1,5 million de passagers. Alors qu'avant l'arrivée de Ryanair, il n'y en avait que 200 000. Aujourd'hui, un passager peut choisir entre 3 compagnies, avec un total de 10 vols par jour. Quant au prix, ils sont passés d'un minimum de 1 400 francs avant Ryanair à 670 francs en plein tarif, c'est-à-dire 2 fois moins cher. Et dans les périodes promotionnelles, nous sommes même descendus jusqu'à 320 francs, aller-retour. Sur la route Dublin-Londres, Ryanair s'est offert le luxe d'éliminer pratiquement British Airways. Alors devant ce succès, des clones apparaissent dans toute l'Europe. Mais suite au récent crash de TWA, ValueJet et American Eagle, les clients s'interrogent, se demandent si cette course à la productivité ne se fait pas au détriment de la sécurité. C'est vrai que les gens ont l'impression que les compagnies à faible coût sont moins sûres que les autres, nous le savons. Mais il faut être clair, nous sommes une compagnie comme les autres et nous devons obéir aux mêmes critères de sécurité imposés à toutes les compagnies par les gouvernements, que ce soit à l'entraînement des pilotes ou à la maintenance des avions. Et face à la rigueur des instances de régulation, nous devons être et nous sommes aussi intransigeants sur la sécurité aérienne que les grandes compagnies internationales qui pratiquent des tarifs élevés. C'est vérifié à droite. La checklist après-mise en Autre brèche dans laquelle s'engouffrent les petites compagnies, le marché régional. En France, c'est l'explosion. Britair, Flandre, Regional Proteus et Air Littoral se sont emparés d'un trafic délaissé par les grandes compagnies. Air Littoral est l'une des premières compagnies régionales françaises. Basée sur l'aéroport de Nice, elle propose ainsi plus de 130 liaisons européennes. Marc Dufour, le PDG, joue désormais dans la cour des grands.
Il n'est pas logique de demander à un passager qui habite la Corse d'aller faire une correspondance à Paris pour se rendre en Italie ou à Barcelone. Il y a des systèmes de connexion beaucoup plus rapides et c'est ce qui a permis ce système de correspondance. Et nous sommes passés de 100 000 passagers sur l'aéroport de Nice à 800 000 passagers dès la première année et ça a permis de créer des relations comme le Nice-Munich qui auparavant n'était assuré qu'à travers des correspondances à Paris ou à Francfort et qui aujourd'hui est exploité à raison de 4 allers-retours par jour avec d'excellents coefficients de remplissage. Signe du succès, les constructeurs qui pendant longtemps boudaient ce marché fabriquent à présent des avions tout spécialement conçus pour ce type de transport. Des petits jets de 50 à 70 places. Air Littoral a choisi un avion canadien, le Canadair Regional Jet. Aujourd'hui, nous arrivons à le rentabiliser avec un coefficient de remplissage de l'ordre de 55% et que nous avons pu, grâce à la rapidité et aux performances de cet appareil, réduire d'à peu près 25 à 30% le coût au siège kilomètre. Et je crois que la baisse des tarifs n'est pas encore un phénomène achevé. Le CRJ est une petite merveille de technologie. C'est l'avion le moins polluant et le moins bruyant au monde. Un appareil qui fait le bonheur des petites compagnies régionales à travers toute l'Europe. Un marché longtemps dédaigné par les grands constructeurs qui commencent à le regretter. Ils n'ont pas vu venir l'explosion de ce trafic interrégional. Classe à faire. Sur l'Airbus A340, nous avons supprimé la mauvaise place. Mais pour Airbus, le véritable enjeu cependant est ailleurs. Le constructeur européen s'apprête à entrer dans le nouveau siècle en lançant l'avion du futur, l'Airbus A3XX, un appareil capable de transporter 650 passagers sur 12 000 km. Un pari fou que même Boeing n'a pas voulu relever. Parmi les 10 premières routes mondiales les plus chargées, 4 routes sont domestiques, dont 3 au Japon, des routes qui ne font qu'une heure. C'est-à-dire Tokyo-Osaka, Tokyo-Sapporo par exemple. Et c'est sur ces routes-là que l'on trouve 6 millions de passagers par an. Et aujourd'hui, elles sont servies par des 747 à bout de course. Vous avez 30 départs sur certaines routes, 30 départs quotidiens de 747, un départ le matin et le soir toutes les 5 ou 10 minutes. Il n'y a aucune place pour la croissance sans l'arrivée d'un avion de très grosse capacité. Ici, on voit ce qui est caractéristique de la 3XX, c'est-à-dire la superposition de deux cabines. Pour donner une idée de dimension, pratiquement 80 mètres d'envergure et aux alentours de 75 mètres de long. La cabine principale, qui est en bas, recevra de l'ordre de 350 passagers et la cabine au-dessus, environ 200. On a déjà prévu une autre version allongée qui, elle, transportera 650 passagers. Coût du développement, 50 milliards de francs. À la clé, si le marché pour un tel monstre existe vraiment, la possibilité de détrôner Boeing pour très, très longtemps. On peut dire qu'il y a plus de 80% de chances que l'avion soit lancé, et ceci avant la fin de 1999. Il y a autour de nous, autour de la table, des compagnies aériennes leaders dans le monde qui nous disent véritablement on se reconnaît dans le concept du 3XX, on est prêt à marcher. Chez Boeing, nous sommes arrivés l'année dernière à la conclusion qu'il n'y avait pas un marché assez important pour un projet d'avion très gros porteur. L'autre solution que nous voyons, c'est plus de vols sur plus de lignes. D'ailleurs, regardez, c'est ce qui se passe sur les vols transatlantiques depuis 15 ans. Là où les compagnies utilisaient surtout des 747, elles préfèrent aujourd'hui des avions plus petits comme le 767. La tendance depuis 20 ans est à une segmentarisation du marché. La question qui se pose à nous et à nos clients, c'est de savoir si cette tendance va se poursuivre ailleurs dans le monde. Chez Boeing, on en est persuadé, l'Airbus A3XX est une erreur. L'avion du futur est petit et rapide. Le constructeur américain travaille d'ailleurs avec la NASA sur une nouvelle génération d'avions supersoniques, un concept mis au point par les Français et les Britanniques pour Concorde, qui intéresse aujourd'hui Boeing. Le défi, c'est de le rendre accessible à tous. Le constructeur planche sur un projet capable d'emmener 250 passagers à Mach 2 sur des distances transpacifiques, un Los Angeles-Tokyo en 5 heures au lieu de 10. Connecting now in 2D. Sound good. Vision, wait.
Mais le futur nous réserve d'autres surprises encore. Dès le 1er décembre 2001, Seagram Space Voyage lancera ses premiers vols touristiques dans l'espace pour un voyage initiatique de 2h30. 100 km au-dessus de notre planète. Prix annoncé du voyage, 400 000 francs. D'autres constructeurs envisagent déjà des liaisons aériennes classiques, mais via l'espace, à bord d'avions fusées qui mettront Singapour à 3 heures de Paris. Ce sont les ailes du futur.